On a eu globalement une matinée dédiée à la génétique et à tout ce qui entoure l'environnement. Et je crois que quand on parle de génétique, il est obligatoire de parler également de éthique. Et c'est pour ça qu'on est vraiment très content d'avoir avec nous Monsieur Jacques Montagu, qui était chef de service de biologie de la reproduction à Toulouse. Et depuis le début, il s'est toujours énormément intéressé à l'éthique et à la législation, était un membre actif du CSNE, du Comité national d'éthique, et puis très actif aussi au niveau du Conseil de l'Europe, avec toujours un focus éthique, bioéthique et loi. Et donc je pense que je vous avais parlé lors de cours introductifs, on a rédigé un petit manuel de protocole pratique, et il y a un chapitre de M. Montagu dedans sur l'éthique, vraiment de grand intérêt voilà, pour les étudiants. Donc profitez bien voilà, de ce vaste débat éthique et bioéthique. Merci beaucoup, M. Montagu. Merci beaucoup, c'est toujours un immense plaisir de venir chaque année vous parler donc d'éthique et de législation en AMP. Alors, cette année, je procéderai à quelques rappels sur la relation de l'éthique et du droit, les lois françaises, le Comité consultatif national éthique, le Conseil de l'Europe, l'accès à l'AMP, les nouveautés depuis la loi de 2021 sur l'anonymat et l'accès aux origines, la modification du génome humain, vous le savez, dont on parle beaucoup et de plus en plus, et puis je conclurai sur 4 points. Alors, la bioéthique, les débats éthiques en reproduction humaine, on en parle partout. On en parle. euh, Ça marche bien, ça? Pas terrible. Bon, alors, vous avez, que ce soit à l'international, au niveau continental, au niveau national, vous avez deux types. Alors là, oui, vous avez. Ça marche là? Vous avez deux types finalement de structures, celles qui sont décisionnelles avec qui produisent des textes contraignants, et celles qui font des recommandations, des avis. Et donc vous avez des exemples là, je passe très vite parce que je n'ai pas trop de temps. Et les sociétés savantes, et eh bien nous aussi, nous allons parler de bioéthique. Et d'abord, la définir. La bioéthique, comme l'a définit très bien Jean-Marie Domnac, c'est une morale de groupe, sans moralisme. Il y a encore peu d'années, on distinguait bien l'éthique biomédicale, celle de l'environnement, les nouvelles techniques de l'information, les big data, mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une incroyable euh, intrication entre celle propre à l'ingénierie sur l'homme, dont la modification du génome, l'intelligence artificielle, etc., et les big data. Et donc, à un moment donné, le droit est important. Il faut passer de l'éthique, je reprends une formule du philosophe Max Weber, de l'éthique de la conviction à l'éthique de la responsabilité. C'est bien dans nos démocraties le rôle du Parlement. Ce schéma est sûrement un des plus importants de ma présentation, et pourtant il n'est pas nouveau, il y a longtemps que je l'ai fait. Partons de l'avancée de la connaissance scientifique. La connaissance scientifique, elle peut soulever des choix de société. Ces choix de société soulèvent des problèmes éthiques et certains d'entre eux relèvent du droit, de la décision du législateur. Et donc, vous voyez bien sur ce schéma que l'éthique est au centre de la relation du savoir au pouvoir. Mais le droit qui encadre ces pratiques, qui fait ces choix législatifs de société, peut permettre un financement, et un financement qui va permettre
de faire évoluer, avancer plus rapidement la recherche, les pratiques, et donc l'avancée de la connaissance. Donc le circuit est clair. Juste un petit mot, parce que là aussi on est pris par le temps. Nous sommes dans les démocraties dans ce qu'on appelle un état de droit, avec les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Bon, ok, il y en a un quatrième qui sont les médias et les réseaux sociaux. On aura l'occasion d'en parler, mais je ne les mets pas dans, dans l'état de droit. Mais il y a une situation que nous avons bien connue avec la pandémie, qui est l'état d'urgence. On est sûrement le pays en Europe qui a eu le plus de périodes d'état d'urgence et de confinement. Alors, la question qui se pose évidemment, c'est quelles urgences médicales, sociales, économiques? Et par exemple, dans notre discipline, la chirurgie de l'infertilité est-elle une urgence dans ce cadre-là? La préservation de la fertilité? Sûrement. Les conditions d'âge en assistance médicale à la procréation? Alors, on, on est en droit de s'interroger sur la place de l'éthique à ce niveau-là, et je vous renvoie au dernier avis du Comité national d'éthique de novembre dernier, qui s'intitule Repenser le système de soins sur un fondement éthique, leçon de la crise sanitaire et hospitalière, diagnostic et perspective. Sur le site du Comité national d'éthique, vous pourrez retrouver les quelques références que je vais faire le concernant. Alors, Jean Bernard, qui a été le premier, remarquable Jean Bernard, qui a été le premier président du Comité national d'éthique en France, avait une boutade, il disait tout ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qui est éthique est forcément scientifique. Mais c'était quand même très important parce que la vérité scientifique passe par la vérité sémantique. Et moi, je fais partie de cette génération qui a connu des détracteurs avec leur bébé éprouvette bien joufflu dans leur tube de verre. Eh bien, voilà, ce sont des terminologies qui peuvent faire mal. Le bébé médicament, le clonage thérapeutique qui n'a jamais été thérapeutique. Et donc, il y a une véritable éthique du langage. Si on veut communiquer, si on veut bien s'entendre, parlons avec les mêmes mots et qui ont le même sens. Et à ce titre, je vous renvoie pratiquement un an après son premier avis sur la modification du génome humain, le Comité national d'éthique a modifié un petit peu certaines positions, mais a souligné évidemment les dérives sémantiques du mot eugénisme. Et son avis s'intitule, son avis 138 s'intitule L'eugénisme. De quoi parle-t-on? Et pour rejoindre Albert Camus, tout le malheur des hommes venait de ce qu'ils ne tenaient pas un langage clair. Alors, dans notre historique, dans l'historique de notre champ de compétences, d'abord, on a disposé des gamètes, ce qui a permis, surtout quand les ovocytes sont arrivés, je me souviens du premier ovocyte que j'ai trouvé dans un liquide folliculaire, vous voyez, c'est le tout début des années 80, c'est l'émotion, hein, c'est pas rien. Alors, on a disposé des gamètes, et donc on a développé toutes ces techniques, mais qui ont permis secondairement de disposer des embryons. Donc ceci a permis de développer toutes les techniques que vous connaissez. Et du coup, se sont installés des instruments de l'éthique et du droit. Le CCNE, Comité consultatif national d'éthique, le DHBio, ça c'est le comité directeur de bioéthique du Conseil de l'Europe, j'y reviendrai très rapidement tout à l'heure. L'OPECST, retenez bien cet organisme, c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. C'est le passage obligé au sein du Parlement par cet office avant de légiférer en matière de bioéthique en France. Après, l'Agence de la biomédecine, vous connaissez ça, les autorités de santé et de justice.
Alors, on peut dire que la dimension éthique des sciences du vivant s'est institutionnalisée. Et au fur et à mesure de mes présentations, vous allez voir des couleurs différentes. Et oui, j'ai donné des couleurs différentes aux 4 lois de bioéthique, 94, 2004, 2011, 2021. Et donc, qui légifère dans une démocratie? Eh bien, c'est la partie représentative de la démocratie. J'en parlais à l'instant. Et puis, il y a tous ces organismes, mais à titre collectif, mais aussi à titre individuel, chacun d'entre nous, qui représentons la démocratie participative. Démocratie représentative, démocratie participative. Et dont le comité national d'éthique, l'office en question, le conseil d'orientation de l'agence, etc. Et tout ça est arrivé à des moments différents au niveau des lois. Pas le retenir, mais c'est pour comprendre un petit peu l'évolution. Le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe a un outil très important parce que le Conseil de l'Europe a adopté en 96 une convention qui s'appelle la Convention sur les droits de l'homme et de la biomédecine. Vous devez connaître ce texte, il n'est pas long d'ailleurs, et on l'appelle Convention d'Oviedo parce que ça s'est passé là-bas. Et comme vous le voyez très bien, euh, il y a différents chapitres et certains correspondent à des grands principes éthiques. Je vous fais juste remarquer le chapitre 3, parce qu'on n'en parle pas assez. C'est le droit à la vie privée. Le droit à la vie privée avant toute information sur la santé, y compris le droit de savoir et de ne pas savoir. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. Sur le génome humain, sur la recherche scientifique. Bon. Alors la France est quand même le pays qui se prépare le plus, c'est très chronophage d'ailleurs, euh, au réexamen de chaque loi de bioéthique. Et ça passe toujours par le même schéma. Donc sur la droite, là, vous avez pour la loi de 2011, dans la démocratie participative, dont les avis et recommandations toujours des mêmes, l'office parlementaire, le conseil d'orientation de l'agence de la biomédecine, le CCNE, le Conseil d'État, les droits de l'homme, l'Académie de médecine et j'en passe. Et puis, après, il y a une étape importante, ce sont les états généraux de la bioéthique. Donc la dernière loi, c'était en 2018, donc une grosse année après la remise des recommandations des organismes que je viens de citer. Et, et après, on passe à la révision de la loi, qui se base sur l'office parlementaire, sur tout ce qui a été dit au préalable, les missions parlementaires, les navettes parlementaires, etc. Bref, il a fallu donc attendre 4 ans, 4-5 ans, avant que la loi puisse être votée. Donc c'est un travail préparatif qui est évidemment très important. Le Comité consultatif national d'éthique. Alors, il reposait sur un décret du président de la République à l'époque, François Mitterrand, en 1983. Il a fallu 20 ans pour que le CCNE soit inscrit dans le droit français. Ouais, ça va pas très vite, hein? Alors, quelles sont ses missions? Il donne des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance dans le domaine de la biologie, de la médecine et de la santé. Et puis, en 2021, c'est en vert, ou par les conséquences sur la santé des progrès de la connaissance dans tout autre domaine. Et c'est un peu ce que je vous disais au départ, c'est l'intrication de l'ingénierie sur l'homme et des big data qui fait que, ça y est, tout ce qui concerne la santé, finalement, peut concerner le Comité national d'éthique, que ce soit par des avancées de la connaissance ou que ce soit par des conséquences d'autres avancées de la connaissance en dehors de la biomédecine. La force du Comité national d'éthique, c'est que, c'est une autorité indépendante, c'est-à-dire qui est rattachée au Premier ministre, et deux,
c'est qu'il est strictement consultatif. C'est pas le législateur. Il donne son avis et le législateur décide. Le législateur est le décideur politique. Le comité national d'éthique, il donne des avis. Alors, en principe, les saisines proviennent du Parlement, du gouvernement, d'établissements publics, d'enseignement supérieur, de recherche. Mais la troisième force du comité national d'éthique, c'est l'autosaisine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'un d'entre vous, un jour, souhaite interroger le comité national d'éthique, n'hésitez pas à le faire. Il va recevoir votre courrier, il va l'étudier, il va voir si, un, il répond au champ de ses compétences. Si ce n'est pas le cas, il vous répondra. Et deux, si il considère que votre question a un intérêt qui mérite de mettre en place tout le système d'études du comité national d'éthique. Ça peut déboucher sur un avis. Et comment faire? Vous n'avez pas le droit théorique de l'interroger, mais lui a le droit de s'auto-saisir. OK? Alors, jusqu'à décembre 2022, il a publié 140 avis. Et quand on regarde l'intérêt porté aux technologies qui nous intéressent, eh bien, on voit que lors de la première décennie, c'était 23% de ces avis. Lors de la seconde, j'ai eu un peu le privilège de participer à ces travaux. C'était plus de la moitié des avis du comité. Et vous avez en dessous les thèmes, ICSI, DPI, cellules souches embryonnaires, clonage, etc. Et les 20 années qui ont suivi, c'est 17%. Donc vous voyez que le gros travail a quand même été fait, mais ça continue. Alors les premières lois françaises en bioéthique énoncent, c'est très important, de grands principes éthiques sentinelles, garants du respect du principe supérieur de dignité. Donc grands principes sentinelles. Et d'ailleurs, en 1994, lors de la première loi de bioéthique, le Conseil constitutionnel mentionnait que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle. Donc, en modifiant le Code civil, parmi ces principes, il y a d'abord la primauté de la personne, il y a l'indisponibilité du corps humain, je n'ai pas le temps de développer, sa non-commercialité, sa non-patrimonialité, c'est assez franco-français, et le fait que nul ne peut porter atteinte à l'intégrité du corps humain, sauf nécessité thérapeutique, ni à celle de l'espèce humaine. Et ces grands principes éthiques sentinelles sont inchangés dans les lois qui ont suivi celles de 1994, 2004, 2011, 2021. Et deuxième chose très importante, il modifie le code civil, ou il peut modifier le code civil, et le code de la santé publique. Et dans le code de la santé publique est bien stipulé le réexamen de la loi de bioéthique. La connaissance scientifique évolue et donc soulève du fait de ces avancées, de nouveaux choix de société à débattre. Et donc, on est passé de 5 ans à 7 ans en 2021, mais vous voyez, cette disposition de réexamen est maintenue. Le cadre médical de l'assistance médicale à la procréation. Eh bien, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir qu'en 1994 et en 2004, on précisait qu'il s'agissait de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement constaté. En 2021, le caractère pathologique de l'infertilité doit être médicalement diagnostiqué. C'est pas pareil. Et en 2021, alors là, les indications médicales sont élargies à des indications sociétales
avec des conditions normatives d'âge. C'est un élément important sur lequel je reviendrai. Et ces limites d'âge, vous les connaissez. Pour l'accès à l'AMP, c'est 43 ans pour la femme, 60 ans pour l'homme. Autoconservation sociétale de gamètes, c'est 29,37 pour la femme, 29,45 pour l'homme. Auto-utilisation, récupération des gamètes, c'est 45 pour la gestatrice et 60 ans pour l'homme ou pour la partenaire dans un couple de femmes. Tous ces âges sont des âges chronologiques et non pas physiologiques. Mais c'est une réflexion personnelle, mais on est là pour débattre. Personnellement, je considère quand même que dans son principe, poser des normes sur un âge chronologique peut être un facteur de stigmatisation et de discrimination, contrairement à l'âge physiologique. Le consentement écrit, pour ce qui est du consentement, il y a le délai de réflexion après l'information, il y a la confirmation légale écrite, et puis la révocation du consentement. Selon qu'il s'agisse de l'AMP, le délai de réflexion, vous le savez, c'est 1 mois, et c'est pareil pour tout. Pour la confirmation légale, il y a des petites différences, c'est avant chaque acte pour l'AMP. La confirmation doit se faire chaque année pour les autoconservations, et au bout de 3 mois, s'il est décidé d'arrêter le projet parental. La caducité du consentement, eh bien, les lois précédentes, celle de 2021, c'était lorsque, pour faire court, la vie ou la mort séparait un couple. 2021, eh bien, la caducité, c'est si on sort des conditions légales d'âge chronologique et en l'absence de confirmation légale durant 10 années civiles pour ce qui est de l'autoconservation. La préservation de la fertilité est inscrite dans notre droit depuis 2011. Il y a une chose essentielle à retenir qui est se trouve dans les 2 premières lignes. Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil des gamètes, etc. pour la préservation. Donc, susceptible d'altérer la fertilité ou lorsque la fertilité risque d'être prématurément altérée. Et dans ce schéma assez classique, un enfant quand je veux, contraception, infertilité, etc., je vais sur la colonne de droite, un enfant quand je peux. Eh bien, un enfant quand je peux, les éléments que nous venons de définir de la préservation de la fertilité de la loi de 2011, c'est l'oncofertilité, par exemple. Mais en 2021, c'est la femme en bonne santé. Alors, une petite parenthèse importante sur la demande sociétale d'autoconservation ovocytaire pour risque d'infertilité lié à l'âge. 2017, 2019, 2018, voilà, toutes les instances qui avaient été interrogées y étaient favorables. Le Comité consultatif national d'éthique, dans son avis 126, avait une position majoritairement défavorable. Ce qui m'a beaucoup interpellé, parce que en lisant son avis, sur 8 pages, il mentionne une vingtaine de fois l'autoconservation ovocytaire par précaution et non par prévention. Il a changé d'avis, évidemment, 1 an après les États généraux de la bioéthique. Pourquoi j'attire votre attention là-dessus? C'est
pour bien caler ce qui relève de la prévention et ce qui relève de la précaution. Un grand monsieur, Philippe Kourilski, c'était en 1999, rend un rapport qui avait été demandé par le Premier ministre de l'époque sur le principe de précaution. Et, pour faire court, il mentionnait que la précaution était relative à un risque supposé et la prévention à un risque avéré. Ce sont deux choses extrêmement différentes. Le même Philippe Kourilski, 20 ans après, dans une revue qui s'appelle Le Jaune et le Rouge, qui est la revue des polytechniciens, dans ce grand spécialiste du principe de précaution, intitule son article La précaution, pas le principe, point d'exclamation. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'il considère qu'aujourd'hui, le principe de précaution véhicule des ambiguïtés, des dogmatismes, des idéologies. Et que finalement, il s'oppose, ou il est très freinateur de la recherche. Alors que la précaution a été initiée par la recherche. Et qu'elle impose la recherche pour sortir de l'incertitude. Qui dit incertitude dit hasard. Qui dit hasard en science dit probabilité. Qui dit probabilité en recherche dit doute. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, lorsqu'une recherche très avancée laisse subsister quelques tout petits doutes, au nom du principe de précaution, ces petits doutes interdisent la poursuite de la recherche, peuvent interdire la poursuite de la recherche. Donc la recherche, elle doit être proportionnée et elle doit être réversible. Mais demander à un politique de revenir en arrière sur un principe de précaution pour lequel il a déjà écrit, eh bien, c'est considéré comme un désaveu, alors que ça devrait être considéré comme une avancée. J'ai été clair? L'indication sociétale de préservation ovocytaire. Lorsqu'on veut faire une analyse, une réflexion, favoriser une réflexion éthique, il faut toujours voir les arguments pour et les arguments contre. Pourquoi? Parce que sinon, on part sur une réflexion éthique et peut-être un avis à l'emporte-pièce. Il faut tout voir, classer, et puis chercher la solution la moins pire et la plus humaine qui soit. Alors, quand on regarde ces deux listes, on voit que dans les arguments pour, eh bien, globalement, c'est l'égalité d'accès à l'AMP pour toutes les femmes, avec une autonomie décisionnelle, pour la liberté de procréer, et ainsi que du fait que la famille, socialement, est en mutation et se diversifie. Donc, les arguments pour se portent plutôt sur les personnes en demande. Les arguments contre, plutôt sur l'enfant à naître. L'enfant à naître doit pouvoir avoir accès à ses origines. Ah ben, ça a été réglé avec la loi de 2021. L'enfant à naître devrait pouvoir avoir un père, bénéficier de 2 lignages. Donc, il y a une sorte de pression sociale d'un droit de l'enfant et non pas d'un droit à l'enfant. Et là, je reprends les propos écrits du Conseil d'État, à juste titre. On peut avoir droit à une chose, mais pas à une personne. Donc le droit à l'enfant est une absurdité. Mais le droit de l'enfant. Et puis, autre type d'argument contre,
c'est en particulier la pénurie des donneurs. Là aussi, cet élément mérite réflexion. Et voilà ce que on pourrait en retirer. Dans le fond, regardons toujours avec la même méthode les facteurs influençant la pénurie de gamètes dans le sens de l'augmentation et dans le sens de la limitation. Eh bien, on voit que dans le sens de l'augmentation, on a une demande sociétale qui est maximale aujourd'hui parce que, entre guillemets, il y a une population à éponger de demande sociétale qui n'est pas allée à l'étranger pour se faire. Ensuite, le double don de gamètes, qui est autorisé aujourd'hui. Donc, facteur de pénurie. Ensuite, il y a la perte, mais que l'on méconnaît, de dons antérieurs à la loi. Vous savez qu'à partir d'une certaine date qui sera fixée par décret et qui est loin d'être fixée parce que, évidemment, on essaie de récupérer au maximum les contacts avec ceux qui ont donné avant la loi pour savoir si ces donneurs seraient d'accord pour que soit levé l'anonymat et qu'ils acceptent de donner, que leur identité soit donnée à l'enfant en demande, à sa majorité. Donc cette date n'est pas fixée. Mais ne restons pas trop négatifs non plus. Vous voyez le D à droite, c'est un premier argument. Il y a une source nouvelle de gamètes autoconservés et non utilisés. Ça peut être compensateur. Et une deuxième compensation, c'est l'évolution que l'on a connue déjà en 89, quand le premier pays en Europe a levé l'anonymat, c'était en Suède. Le profil des tiers donneurs change. Et on voit déjà le recrutement de nouveaux profils. Voilà. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Et dans la partie inférieure de la diapo, rappelons que le rôle de l'Agence de la biomédecine. L'Agence de la biomédecine veille à l'application, bien sûr, de la loi, doit rendre différents rapports. Le prochain, c'est avant le 2 août 2023 sur l'état des stocks de gamètes et ses conditions de recours, ce qui me laisse penser qu'avant août 2023, il n'y aura pas de date fixée pour l'arrêt. Bon. Et ensuite, l'agence doit rendre un rapport au Parlement, via le gouvernement, c'est l'exécutif, avant le 31 décembre 2025. En fait, le contexte qui a conduit aux indications sociétales d'AMP, il y a toujours un contexte. Et là, on peut dire quand même, affirmer que c'est la loi Taubira sur le mariage, pour tous, avec ouverture du mariage de personnes de même sexe, avec l'égal accès à l'adoption pour tous les couples mariés. Et ce sont aussi deux arrêts de la Cour de cassation en 2014 sur le recours de l'IAD à l'étranger qui ne fait pas obstacle à l'adoption de l'enfant par la conjointe de la mère dans un couple de femmes. J'ai parlé du cadre médical, le cadre social, très rapidement. Aujourd'hui, vous voyez en vert ce qu'a amené la loi de 2021, c'est un couple hétérosexuel, un couple de femmes, une femme non mariée. Et la question qui se pose, qui m'est souvent posée, est la suivante. Quand la loi met les époux, les partenaires liés par un pax et les concubins, la femme non mariée, qui pour procréer recourt à une... Bon, est-ce que dans un couple de femmes, ces femmes doivent être mariées, paxées ou en concubinage? Et la réponse, elle est non, parce que il a été créé, contrairement à l'Espagne. Vous savez que l'Espagne, par exemple, pour la maternité partagée, impose le mariage aux femmes. C'est ce qu'ils ont décidé, c'est leur norme. Bon. Non, la France n'est pas allée dans cette voie. Il a été
mis en place une nouvelle règle de filiation pour les couples de femmes qui passent par la reconnaissance conjointe. Je vais y revenir. Alors, ce tableau est très simple. Il se divise en 3 parties, horizontalement et verticalement. Reprenons. Vous avez en bas, avec les flèches vers le haut, les choix de société du législateur. Vous avez en haut, avec les flèches vers le bas, le pouvoir exécutif. D'accord? Et puis, il y a toujours cette séquence, tiers d'honneur, demandeur, enfant né à sa majorité. C'est la partie droite qui va être transformée dans son ensemble par la loi 2021. En d'autres termes, l'anonymat réciproque et absolu est maintenu entre le tiers donneur et le tiers receveur. Ça n'a pas changé. Entre le tiers receveur et l'enfant, même jusqu'à sa naissance, il y a le droit à la vie privée. C'est-à-dire que, même si on les encourage fortement, les parents ont la liberté de dire ou de ne pas dire le mode de conception à leur enfant. Mais l'enfant, à sa majorité, voilà la grande nouveauté, a droit d'accéder à ses origines. Et du coup, euh, il va relever d'actes civils de naissance et de reconnaissance conjointe dans le cadre des couples de femmes. Qu'il le veuille ou non, il le saura, parce que sur son acte de naissance sera inscrit qu'il est né d'une AMP avec tiers d'honneur. Voilà, j'entends des petites réactions. Évidemment, au plan de l'éthique, ça pose quand même un petit problème. Oh, il a fallu choisir la solution la moins pire, sûrement. Le législateur a voulu mettre à égalité tout le monde. Tout le monde. Et il fallait que les enfants, quelle que soit leur origine, puissent accéder. Et pour accéder, et pour être sûr de gérer cette égalité, eh bien évidemment, le droit de ne pas savoir, ce droit à la vie privée, pour un enfant, ne pas savoir le mode de conception à l'origine duquel il est né, il le saura par l'acte civil. Et voyez, je ne prends pas position, je dis simplement que rien n'est parfait. Il n'y a pas de solution qui puisse contenter tout le monde. C'est pas possible. Alors, la moins pire est la plus humaine. Alors, ils ont dû être considérés que ce cas était très minoritaire par rapport à l'intérêt de l'égalité d'accès aux origines. Je dois dire d'ailleurs que la France est le premier pays au monde, dans un même texte de loi, à avoir posé l'indication sociétale, reconnu l'indication sociétale d'AMP, à avoir levé l'anonymat du tiers d'honneur pour l'enfant né, et peut-être à devoir éliminer des dons, sorte de rupture de contrat rétroactive avec des donneurs qui avaient donné avant la loi et dans des conditions différentes. Alors, du fait du décret du 29 août dernier, je vous ai fabriqué cette diapo pour un peu résumer comment sont traitées les données de l'accès aux origines dans le don de gamètes et d'embryons. Alors, on part de là-haut, on est toujours tiers donneur, tiers receveur, enfant né. Et là, il y a 2 organismes qui appartiennent au ministère de la Santé. L'Agence de la biomédecine qui va constituer des registres
et les conserver pendant 120 ans. Elle va recevoir des organismes gérant la, le tiers d'honneur, le don, euh, les informations, les établissements publics et privés qui ont fait des AMP avec tiers d'honneur, pareil. Et deuxième commission qui vient d'être créée et constituée depuis, je crois, octobre ou novembre dernier, la commission d'accès aux données du tiers d'honneur. Alors elle reçoit de la part de la personne majeure née d'une AMP avec don sa demande d'accès aux origines. Donc il va remplir un dossier et quand elle va recevoir tout ça, le valider, elle va demander le dossier en question à l'agence de la biomédecine. Et l'agence de la biomédecine a moins de 2 mois pour répondre. Elle peut se trouver dans le cas où elle n'a pas de dossier, ce qui remonte à très longtemps. Et elle transmettra, elle sera chargée de transmettre à
Or, quels sont les risques? Eh bien, là aussi, il y en a trois. Il y a le risque d'effets cibles, risque secondaire d'effets cibles, d'effets hors cible, pardon. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le risque d'effet, le risque de générer une mosaïque, bien sûr, et les risques d'effet à plus long terme. Et là, on est dans une grande incertitude. On est bien d'accord avec ça. 2017. Alors que les choses évoluaient apparemment gentiment, en 2017, là, on commence à voir des tentatives de recherche qui aboutissent à des publications. Là, j'en cite trois: septembre, octobre, novembre. En octobre, c'est c'est sur la mutation de MYBPC3, je crois, de la cardiomyopathie hypertrophique du jeune à l'origine de mort subite. Et la seconde, c'est la thalassémie, etc. Et alors, on regarde dans la même période, l'Académie nationale de médecine en France est favorable pour n'autoriser que les recherches, mais même sur l'embryon et les cellules germinales, dès l'instant où elles sont scientifiquement et médicalement justifiées. En juin 2017, les académies conjointement américaines de sciences et de médecine sont bien sûr favorables à la recherche, mais également que l'embryon modifié puisse être transféré lorsqu'il n'y a pas d'autre alternative raisonnable pour traiter ces maladies. Et dans cette période, la modification du génome humain est interdite dans un très grand nombre de pays, euh, en tout cas au moins tous ceux qui constituent l'Union européenne. Et puis, là on est en 2017, et puis 2018. Et 2018, le pas est franchi de la transgression par l'annonce par Ejiankui de la naissance de ces deux jumelles génétiquement modifiées après introduction de la mutation du gène qui concerne 0,3% de la population mondiale qui est résistant au VIH. Et ceci s'est fait sans prérequis scientifiques, sans validation d'un comité d'éthique, sans qu'il y ait une indication médicale, sans le consentement des parents à une telle expérimentation, et avec le risque, vous le savez, pour ces deux petites filles d'être singularisées et chosifiées, réifiées, parce qu'elles deviennent des sujets, pas dire objets, des sujets de recherche. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la Convention des droits de l'homme? Elle dit dans son article 13 que l'intervention sur le génome humain n'a pas pour but d'introduire une modification dans le génome de la descendance. C'est clair, mais ça va. On est en train d'y réfléchir depuis de nombreuses années au sein du comité de bioéthique du Conseil de l'Europe parce que il y a quand même le jour où deviendrait efficace la, euh, la modification du génome, la réécriture du génome sur des cellules somatiques pour, qui pourraient bénéficier à certaines pathologies. Bon, il peut y avoir débat, on est en train d'y réfléchir, c'est un peu compliqué. Et la loi de bioéthique qui en 94 déjà précisé dans son code civil en France, nul ne peut porter atteinte à l'intégrité du corps humain ni à celle de l'espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. Et en 2021, en jaune, sans préjudice des recherches tendant à la prévention, la loi rajoute au diagnostic et au traitement des maladies isolèves génétiques, aucune transformation ne peut être apportée au caractère génétique dans le but de modifier la descendance de la personne. Donc la recherche est aujourd'hui, depuis cette loi, ouverte. Alors,
C'est l'avant-dernière diapo. J'ai essayé de mettre dans ce tableau, favorisé par ce tableau synoptique, une réflexion sur les considérations quant à l'amélioration du patrimoine génétique par ingénierie génomique appliquée au vivant humain. Elle passera forcément par une sélection et elle va concerner trois domaines, entre guillemets, le normal, le pathologique, et comme Benjamin Clouf l'a précisé au comité éthique, je trouvais ça assez bien, l'optimal. Il dit, on passe pas, avant on passait du normal au pathologique, maintenant on va passer du normal à l'optimal, le transhumanisme. Sélection de quoi? Sélection des personnes ou sélection des gènes? Sélection des gènes, ça va même plus loin, puisque vous savez que les endonucléases, les recherches ont évolué, et que maintenant, avec le Cas13, on ne touche plus le génome, mais on touche l'ARN, et on arrive à avoir des endonucléases qui vont, des CRISPR, qui vont pouvoir, juste sur des mutations ponctuelles, modifier une seule base. Donc les choses évoluent beaucoup. Alors, la sélection des personnes. L'eugénisme. Et bien sûr, je fais référence à l'avis 138 du comité national éthique. Bon, ben, l'eugénisme, on sait que c'est une politique d'État. Il y a une redoutable historique, qu'il peut être négatif, c'est ce qu'on a connu avec en période nazie notamment, les stérilisations, les exterminations, et puis l'eugénisme positif qui a existé encore. Alors c'était l'idée de contrôler les unions, les mariages pour améliorer l'espèce, et puis ça a quand même évolué, puisque encore récemment, pour la thalassémie autour du bassin méditerranéen, a été évaluée la recherche au sein d'un couple pour éviter l'homozygosie. Alors il ne faut pas confondre eugénisme et dérive eugéniste. Et voyez bien, parlons de dérive eugéniste et pas de dérive eugénique. Dérive eugéniste, c'est, alors dans le domaine qui nous intéresse, pour les gamètes, ce que Graham, dans les années 80, avait créé aux États-Unis, c'est-à-dire une banque de sperme de prix Nobel, pensant qu'il pourrait améliorer l'intelligence des enfants qui naîtraient de ces inséminations. Bon, passons. Et j'en cuis avec le CRISPR-Cas9, et puis le transhumanisme, je vais y revenir. Quand on s'adresse au pathologique, il y a le diagnostic et il y a le thérapeutique. Et on voit qu'il y a le DPN, le DPI, le DPIA. Les flèches qui sont pointillées, c'est parce que ce n'est pas autorisé en France. Et puis il y a le CRISPR-Cas9 qui peut permettre la sélection d'un gène. Et là, deux possibilités, somatique, germinale, avec toujours les risques délétères dans l'un comme dans l'autre. Et le germinal a été l'objet de ce moratoire international qui devrait finir cette année ou l'année prochaine quant à l'application des recherches voilà, dans la pratique. Et il va de soi que de toute façon, sélectionner un gène par le CRISPR-Cas9 et par la voie germinale devient une sélection de personnes. Donc, je n'insiste pas, le transhumanisme, vous savez ce que c'est l'homme augmenté d'une performance physique et mentale. Il y a eu un transhumanisme lié à des progrès sociaux qui ont permis d'augmenter la longévité, des choses très positives. Et puis arrivent ces nouvelles technologies d'ingénierie. Et tout ceci aboutit finalement au risque de menacer la diversité génétique, car l'on sait que qui menace la diversité génétique menace son espèce, la survie de l'espèce.
Et donc, trois courants philosophiques de pensée pourraient influencer nos droits de l'homme qui, eux, sont basés sur la philosophie humaniste. Il y a la nature, sagesse, sacralisée parfois, et vous avez quelques exemples de communication de grands auteurs, défenseurs. Le transhumanisme, l'homme augmenté, il faut augmenter les performances de l'homme pour qu'il puisse surmonter les changements planétaires dont il est à l'origine. Et puis il y a le post-transhumanisme, qui n'est plus ni un cadre, ni une voie, mais un but. Que sera l'après-homme augmenté? Eh bien, c'est les hybrides homme-machine, enfin bon, j'insiste pas. Mais tout ça, tous ces courants viennent des États-Unis, c'est très clair. Et je conclus. Je conclus en 4 points pour vous dire 1. L'éthique de responsabilité du législateur, expression de la souveraineté nationale, invite le législateur à choisir la solution la moins pire, la plus humaine qui soit. Vous m'avez entendu le dire plusieurs fois. 2. Très important, la morale ne se ridiculise pas, même jamais, en courant derrière la science, à une seule condition, c'est qu'elle soit susceptible de se corriger à l'épreuve des faits. Troisième point, il n'y a rien de pire dans un état de droit, une démocratie, qu'une loi qui ne puisse pas être appliquée. Et quatrième point, que je vous invite à faire vôtre aussi, chaque avancée de notre discipline nous invite à repenser en quoi elle justifie pour nous les droits de l'homme et la dignité humaine, mais à un instant donné de notre histoire culturelle. Merci d'avoir été aussi attentif en cette ultime fin de matinée. Je pense que c'est assez passionnant, tous ces thèmes de bioéthique. Il y en a pas mal qui se posaient la question de savoir si, notamment dans le don et la levée de l'anonymat, est-ce que ça a pu changer parce que c'est vrai que quand on discute comme ça, de façon informelle, les gens ils disent ah bah moi si on a une levée de l'anonymat, j'ai plus envie de donner quoi. Enfin ça va me bloquer dans la démarche de don. Est-ce que ça c'est des choses qui ont été réfléchies ou est-ce que c'est des choses réelles ou c'est juste Je crois que parce que ça peut faire peur aux donneurs, bien que c'est pour protéger le receveur, par le un bébé. certain nombre qui ne donneront plus. Ouais. Mais il y en a d'autres qui viennent donner. D'accord. Et le profil des donneurs est en train de changer. Oui, c'est ça. C'est pas plus les mêmes personnes, quoi. C'est plus la même personne. Et alors, il y a eu un délai de plusieurs années en Suède à l'époque, quand ils ont levé l'anonymat. Là, on voit que c'est... Maintenant, oui, c'est ça. Dans les pays nordiques, c'est déjà Oui. le cas depuis Mais là, longtemps. par exemple, il y a des dons, j'ai envie de dire communautaires, ça n'a rien de péjoratif, mais de solidarité de la communauté homosexuelle, des dons de spermatozoïdes pour les indications sociétales, par exemple. Bon, on va voir, hein. On va voir. Non, mais après, en pratique, au laboratoire, on n'a pas l'impression d'avoir une diminution des donneurs, mais c'est vrai que je pense que le profil de don, effectivement... c'est énorme. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on l'a connu aussi avec l'ICSI, avec... il y a toujours une première population à éponger. Ouais. Après, on verra. Bon, super. Est-ce qu'on peut se mettre une question dans la salle et puis après on va vous libérer parce qu'on est quand même déjà très en retard. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voulait faire un commentaire. Ou... Je profite maintenant qu'il décide pour soulever une question à M. Montaigu qui nous met beaucoup qui a un point qui nous met beaucoup en difficulté à l'heure actuelle dans notre mode de fonctionnement clinique et qui est la discordance entre l'âge biologique et l'âge chronologique, notamment pour la préservation de la fertilité sociétale, où le législateur a décidé, c'est 29 ans, 37 ans, qui veut dire qu'à 36 ans et 6 mois, toutes les femmes disent « il ne me reste plus que 6 mois pour le faire ». Et qu'elle a des très bonnes réserves ou des très mauvaises réserves, elles ont une échéance qui s'installe. On crée un problème en mettant un cut-off chronologique et pas biologique. Alors, je peux le dire simplement, c'est que, franchement, au plan éthique, c'est depuis de nombreuses années un de mes chevaux de bataille. Et qu'avant même la loi, je
J'avais fait des mises en garde et j'en ai même parlé dans des cours ici chaque année de ce problème. Donc, mais la loi est réexaminable dans 5 ans. Mais il y a C'est difficile je comprends bien le point de vue de Pietro, mais je pense que aussi de fixer une limite permet aussi de- Mais est-ce que la pratique, dans le fond, ne le faisait pas déjà? C'est Oui. un problème, c'est d'abord une question de principe. Oui, mais en Parce fait, que, et je veux dire par là que le fait de dire l'âge physiologique est quand même le reflet réel et qu'on a des moyens d'investigation, voilà, moi j'ai l'expérience de conservation ovocytaire à des âges avancés qui ont permis des naissances, voilà, parce que bon. Alors, on a tous des histoires de chasse, mais c'est discriminatoire sur le principe. Oui, Voilà. mais je partage entièrement le point. Peut-être ça se faisait déjà naturellement en fait. Oui, ouais. ce côté. Les bonnes pratiques. Est-ce que ça va être avec- Mais l'exemple, c'est sur l'âge de procréer qui était la limite avant pour la prise en charge Voilà, en ben MP. là je Il y procréais. avait le Moi je me souviens, remboursement. j'avais été auditionné avant la première loi de bioéthique là-dessus et j'avais soutenu avec d'autres cette idée qui permettait de donner aux médecins Une souplesse. une marge de faire manœuvre le travail au cas par médical, cas. bien sûr, au cas par Voilà, cas. et notre médecine, c'est une médecine au cas par cas. Bien sûr. Bon. Et avant, on pouvait aider les couples à avoir des enfants tant qu'on était au âge de procréer. Maintenant, il y a une date butoir, quoi. Donc, et depuis qu'il y a une date butoir, il y a des problèmes. Parce que Et d'où ça vient? la Le date principe de butoir. précaution. Oui, Ce que j'ai évoqué tout à l'heure. oui, c'est terrible le principe. Bon, merci beaucoup, on va s'arrêter là parce que. Ah, Merci beaucoup. On va reprendre à. Je sais pas quelle heure il est. On va reprendre à et là, 45 j'ai insisté un peu. pour vous laisser quand même 3 quarts d'heure pour déjeuner.